Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre présence. C'est avec un grand bonheur que nous vous retrouvons ce dimanche sur le plateau de Sagesse Bouddhiste. Si la pratique du zen relève d'une question des plus intimes, sa mise en application, notamment à travers Zazen, se fait souvent au milieu des autres. Mais tous les rituels du zen ne font-ils finalement pas que de célébrer cela, ce lien, cette communion dans l'expression de la même réalisation et en même temps notre gratitude vis-à-vis de ceux qui ont consacré leur vie à transmettre ces enseignements dans le passé? Alors pour quelles raisons, plus précisément, est-il conseillé de pratiquer avec les autres? Quels écueils cela nous permet-il d'éviter? Nous allons poser toutes ces questions sans plus attendre à notre invité, Pierre Crépon. Pierre Crépon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le responsable du temple Zen Soto de Vannes et le président de l'association Zen International, dont le centre principal est le temple de la Gendronnière. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors c'est vrai que lorsque l'on songe à la pratique du zen, on imagine souvent que c'est une quête intérieure, mais vous insistez beaucoup sur le fait que finalement c'est important de pratiquer avec les autres. Alors pourquoi, Pierre Crépon? Alors en fait les deux aspects sont importants, sont liés, mais c'est vrai qu'on met souvent en avant l'aspect plus individuel. Ce qui est normal, puisque au départ il y a une quête personnelle. Quand on rentre dans la pratique du zen ou dans une pratique spirituelle, il y a une quête de développement spirituel pour soi-même. Et notre civilisation, qui est très tournée vers l'extérieur, conduit à cette recherche d'un retour vers soi. Le point, c'est que si on retourne seulement, si on pratique seulement seul et se retourner seulement vers soi, on arrive à une pratique qu'on pourrait dire auto-centrée, égoïste même. Et donc ça, c'est l'écueil principal. C'est pourquoi il faut toujours l'autre aspect, développer l'autre aspect qui est la pratique avec les autres, l'ouverture au monde. C'est-à-dire à la fois le retour vers soi et d'autre part l'ouverture vers le monde. Mais quels sont les autres dangers de pratiquer seul? Alors en fait, ça se situe à plusieurs niveaux. Au niveau de la méditation, tout simplement. La méditation, comme maintenant beaucoup de gens le savent, pour le zazen, consiste à s'asseoir dans une certaine posture et à laisser passer les pensées. Si on est seul, c'est très difficile de prendre une posture correcte. On ne se rend pas compte soi-même de la posture qu'on a, donc avoir quelqu'un qui vous corrige est important. De même pour les pensées, seul c'est très difficile de cesser de suivre le flot des pensées. Mais plus généralement, indépendamment de cela, s'il n'y a pas le contact avec l'enseignement, et l'enseignement vivant à travers une personne qui sera un maître ou des personnes qui seraient des compagnons de pratique, on peut arriver à une compréhension dogmatique, à se refermer sur soi-même, à être persuadé de sa propre réalisation, alors qu'on tourne en rond. Si vous voulez, dans la tradition, il y a toujours eu des ermites, des gens qui pratiquaient seuls. Mais ça, c'est arrivé à un certain niveau. À un certain niveau, on peut pratiquer seul. Mais au départ, et le départ concerne beaucoup d'années, c'est vraiment important de pratiquer avec d'autres. La rencontre avec les autres à tous les autres moments, c'est ça qui nous permet aussi de progresser. Alors, Pierre Crépon, on imagine que pratiquer zazen demande aussi une certaine discipline. Est-ce que finalement, le fait d'aller dans un dojo ne peut pas nous aider à avoir cette discipline et ne provoquerait pas aussi une certaine forme d'émulation, de concentration collective? Oui, alors Maître Deshimaru avait cette image du feu de cheminée avec les bûches. Et il disait, si vous mettez une seule bûche, le feu n'est pas très fort. Si vous pratiquez zazen seul, la concentration n'est pas très forte. À partir du moment où il y a plus de personnes ensemble, le feu devient plus fort, l'atmosphère devient plus forte et vous porte. Il faut voir aussi qu'il y a la notion qu'on trouve dans tout le bouddhisme qu'on appelle les amis de bien. En japonais, c'est zenshiki. Et donc les amis de bien, ça désigne les maîtres, les enseignants, et plus généralement les compagnons de pratique. Et rencontrer des amis de bien, c'est quelque chose d'indispensable si on veut progresser sur la voie. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des difficultés à pratiquer avec les autres? On a parlé des dangers de pratiquer seul, mais quelles sont les difficultés dans le cas contraire? Les obstacles, c'est les relations humaines. Dès qu'on met plusieurs humains ensemble, les problèmes peuvent arriver, en tout cas. Ils n'arrivent pas forcément, mais ils peuvent arriver. Et justement, un des aspects de la pratique, c'est de trouver l'harmonie. De trouver l'harmonie entre les pratiquants.
Donc ça, c'est quelque chose qui s'est très développé dans les temples, dans la vie de temple, en particulier dans les temples au Japon. Tout le système est fait pour que l'harmonie règne entre tous les pratiquants. Et chacun prend soin de l'autre. Et donc, cet aspect de la pratique est vraiment c'est quelque chose qui permet de progresser et qu'on peut appliquer aussi inconsciemment dans la vie quotidienne, en dehors du temple après. Par exemple, on dit souvent que la méditation va favoriser le calme mental ou une certaine attitude d'esprit, dont on parle beaucoup maintenant, qui va être opérant dans la vie quotidienne. Mais de la même façon, ce qu'on développe dans une vie communautaire avec d'autres personnes dans une session, dans une retraite, les retraites dans le zen sont collectives. Donc le mot retraite d'ailleurs ne convient pas tout à fait, c'est plutôt sesshin qu'on emploie. Donc ces relations humaines qu'on va développer, c'est aussi un apprentissage qu'après on peut appliquer dans notre vie, dans nos relations avec les personnes avec qui on travaille, avec notre famille, etc. Donc ça c'est vraiment un point important qui est dont on parle moins, parce qu'on insiste sur le côté individuel de la pratique, la méditation, le retour sur soi, et on insiste moins sur l'autre pôle, qui est donc le pôle avec les autres. C'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Et donc, quand on pense au zen, tout de suite, l'idée de la méditation, de faire zazen nous vient à l'esprit. Mais il y a aussi l'aspect rituel, dont on parle un petit peu moins. Est-ce que vous pouvez nous dire l'importance, justement, de pratiquer ces rituels avec les autres? Alors voilà, c'est un peu les deux pôles. Il y a toujours deux pôles. Le pôle de la méditation et le pôle des rituels. C'est les deux aspects de la pratique dans une vie monastique, par exemple. Donc, les deux se pratiquent ensemble. Mais dans le cas de la méditation, c'est vrai qu'on est seul. On est seul sur son coussin à méditer. Dans le cas des rituels, il y a des récitations de sutras ensemble, donc les voix s'harmonisent. Il y a toute une gestuelle, comme une chorégraphie, où chacun a sa place et doit le faire en fonction des autres. Et donc là, c'est vraiment un entraînement à réaliser quelque chose collectivement. Ceci dit, quelque part, ce n'est pas spécifique au zen. On doit retrouver ça dans toutes les traditions monastiques, où il y a la prière et la liturgie. C'est la même chose. Mais disons, dans le cas du zen, la présentation qu'on en fait en Occident est plus centrée sur un aspect, qui est la méditation, et on oublie l'autre aspect, par exemple des cérémonies, des rituels, où il y a cette action collective. D'ailleurs, c'est intéressant, vous venez d'évoquer les sutras, et là aussi, il y a cette notion de collectivité, puisqu'en fait, à chaque fois, la formule pour le bien de tous les êtres est quand même répétée, donc on voit bien aussi cette dimension. Voilà, alors les sutras sont dédiés au Bouddha, aux ancêtres, aux patriarches ou à tous les êtres, donc il y a cet aspect d'englober d'autres personnes, même qui ne participent pas à la cérémonie. Et par ailleurs, effectivement, dans le quotidien d'un temple, il y a des récitations de stances, de versets, d'un petit poème, par exemple au réveil, au moment de faire sa toilette, au moment de manger, à différents moments de la journée, des petits versets de 4 phrases généralement, dont une ou deux phrases se rapportent à l'action qu'on fait, et il y a toujours une phrase qui dit « avec tous les êtres », ensemble avec tous les êtres. C'est vraiment quelque chose comme un leitmotiv qui indique qu'on est non seulement avec les personnes avec qui on pratique, mais plus généralement qu'il y a une ouverture à toutes les existences. Alors justement, ça rejoint le dernier point, qui est aussi le point philosophique, puisque finalement c'est un des aspects de cette pratique avec les autres. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Pierre Crépon? D'une part, ce qu'il faut voir, c'est que effectivement la pratique et la doctrine s'emboîtent complètement. C'est-à-dire qu'à la philosophie répond une pratique, à la pratique répond une vision du monde. Et d'un point de vue bouddhique, la vision du monde, c'est que toutes les choses sont interconnectées. Toutes les existences sont interconnectées. Dans le monothéisme, par exemple, il va y avoir le dialogue avec Dieu. On ne peut pas parler de quelque chose de semblable dans le bouddhisme, le zen en tout cas. C'est plus une ouverture
à cette interconnexion, à cette résonance. Hein, c'est-à-dire que les choses sont interconnectées et résonnent ensemble. Mais quand on parle, c'est pas seulement les êtres humains, c'est aussi les autres êtres, les animaux, les autres êtres sensibles. Les êtres animés. Et les êtres inanimés également. Ouais. Tout l'univers résonne et s'interconnecte. Et la question, c'est de s'éveiller à cela. C'est pour ça qu'on dit avec les autres, c'est-à-dire que voilà, c'est avec les autres, c'est pas seulement avec nos prochains, mais c'est avec tout l'univers. Et quand on parle de compassion, de grande compassion, c'est ça. C'est la grande compassion, c'est que notre pratique, elle est complètement ouverte avec tous les existants de l'univers. Pierre Crépon, lorsque l'on parle de la pratique du zen, on pense bien évidemment à la méditation, aux séances de zazen, mais finalement la pratique en groupe se poursuit après, dans les dojos, lors des repas, lors du ménage même. Vous pouvez nous en dire un mot? C'est là où se situe, je dirais, le cœur du zen. Enfin, il y a deux cœurs. Il y a le cœur de la méditation et il y a le cœur donc de la vie quotidienne, et la vie quotidienne avec les autres, c'est-à-dire comment faire. Comment faire pour rechercher l'harmonie. Hein, là, c'est un concept qu'on trouve en Extrême-Orient, en japonais on dit wa, l'harmonie. Comment trouver l'harmonie entre tout le monde. Alors c'est pour ça d'ailleurs qu'il existe dans les temples ou dans les dojos une série on pourrait dire de règles ou de façons de faire afin d'harmoniser les personnes ensemble. Donc cette recherche de comment faire ensemble est vraiment un moment précieux parce que c'est aussi un moment créatif. C'est-à-dire que dans chaque endroit et selon les personnes, ce comment faire ensemble diffère. Comment on fait ensemble, comment on fait la paix et pas la guerre, quoi, en gros. C'est ça le zen. Alors une dernière question plus personnelle. Vous-même, vous dirigez le dojo de Vannes, je le disais. Comment est-ce que vous alliez ces deux aspects de la pratique? Donc la pratique avec les autres, mais aussi votre pratique personnelle, plus solitaire, j'ai envie de dire. Écoutez, je crois comme tout le monde, on commence, comme je l'ai dit, par une recherche individuelle et c'est après, par le développement de la pratique, la répétition, cette ouverture aux autres se fait naturellement, quand tout se passe bien. Et donc à la fin, il n'y a pas de dualisme entre l'aspect de retour vers soi et l'aspect d'ouverture vers les autres. Hein, donc justement, cette pratique, c'est de résoudre ce qui pourrait être un antagonisme et comprendre que c'est une seule et même chose. C'est-à-dire qu'on parlait des ermites au début de l'émission, un ermite, même s'il est seul, pratique avec tous les êtres, dans le meilleur des cas. Voilà, à la fin, il n'y a plus de contradiction. Alors ça ne veut pas dire que c'est toujours comme ça, hein. Il y a des moments où il y a des hauts et des bas. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Pierre Crépon. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. Tout d'abord, 2 livres publiés aux éditions Sully, L'art du zazen, où notre invité Pierre Crépon nous fait découvrir le zazen, la pratique de méditation qui se situe au cœur du bouddhisme, comme une expérience spirituelle qui nous ouvre à une ouverture plus vaste de notre vie. Le tome 7 de l'œuvre de Maître Dogen, le Shobogenzo, la vraie loi trésor de l'œil. À noter que la traductrice Yoko Rimo y a ajouté 80 pages de réflexion sur le problème de la traduction. Et enfin, La pratique du zen de Tezen Deshimaru, aux éditions Robert Laffont, pour tous ceux qui souhaitent retrouver l'essence des enseignements du premier maître zen arrivé en Occident dans les années 70. Des paroles qu'il définit lui-même comme l'harmonie, l'union du matériel et du spirituel, qui tend vers l'unité au-delà de la dualité et des contraires. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Je vous souhaite une très, très belle journée.